Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans le podcast de Fusil, podcast aujourd'hui sur YouTube aussi. Donc pour ceux qui veulent se connecter à YouTube, vous allez voir aussi donc les images, les vidéos. Aujourd'hui, on va parler de Polo Ralph Lauren Low Life avec mes deux invités. Donc je vous laisse vous présenter les gars. Vers the Legend, Freslo. Ok, donc bienvenue les gars. Tout d'abord, je voulais qu'on parle un peu en général de ce qu'est Low Life pour les gens qui connaissent pas, d'où ça vient et après comment vous êtes rentré donc dans ce système-là, dans cette communauté-là. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Low Life, en fait, ça vient des États-Unis, New York. Ça a commencé dans les années 80, réellement 80-88. C'est à base des gros voleurs, des boosters, de vêtements, à base de tout, hein. Vêtements, un peu de tout. Des crews en fait, de New York, deux quartiers différents. Et après, en fait, ils sont alliés dans les années 88. Donc, pour revenir vraiment pour comprendre, donc c'est un groupe de New York, Brooklyn, je crois, c'est ça? C'est Brooklyn? Non, Brooklyn, Brownsville, exactement. Ok. Et leur but, c'est de se procurer des polos Ralph Lauren, c'est ça? À la base, ils volaient un peu de tout. C'est pas que du Ralph Lauren. En fait, pour continuer sur ce que Fresh lui dit, en fait, il faut savoir que à cette époque, il y a Ralph Lauren, eux, ils avaient des pièces, c'était des grosses pièces qu'ils avaient dans les magasins. Eux, ils n'avaient pas forcément l'argent pour aller acheter les pièces, donc ils allaient les arracher. Je pense que comme Fresh il est en train d'expliquer, c'est le premier pas vers la streetwear, le détournement. Comme un vêtement de marque et le mettre dans la rue, en fait. Mais je pense que voilà, les mecs de Low Life, ils ont vraiment amené ce côté streetwear, détournement. Comme nous, on l'a fait avec des survêtements Nike ou des survêtements Adidas à l'époque où tu as vu, on prenait des kawaii et on dansait avec, alors que les kawaii n'étaient pas forcément faits pour ça. Ou des baskets ou des chaussures de basket sur lesquelles on les prenait pour aller à l'école, alors qu'à la base, c'était même pas fait pour ça. Bah, eux, ils sont partis aussi dans cette direction avec justement des pièces Ralph Lauren, des pièces de USA, des pièces de un peu de tout, de toute façon. Mais après, pour revenir vraiment sur le truc, c'est après. Pour moi, c'est après, mais c'est qu'ils volaient tout. Ils sont après tout ça, ils sont restés fixés sur Ralph Lauren parce que c'était quasiment la seule marque où il y avait en fait tout le temps un renouveau. Pas, tu vois, comme Lacoste, ça reste toujours resté Lacoste, c'est que des bandes de couleurs d'un côté, mais Ralph Lauren, ils avaient tel patch, ils avaient tel truc, telle collection, les verres, les trucs pour la randonnée, les trucs pour je sais pas quoi. Il y avait de la matière. En fait, ils avaient un choix énorme. Et après, comme ils disent, ils partaient en équipe dans les magasins comme Gary Lafayette, on avait ici, on leur fait après là-bas, c'est ici, des trucs comme ça. Ils partaient en équipe et ils arrachaient tout. Et ils partaient tous en courant. Je voulais juste revenir sur deux choses. Un, quand tu dis, quand vous dites il péta, vous utilisez quoi comme mot déjà? C'est boots ou Booster. Booster, ok. Au contraire de quoi? Au contraire de racking, au contraire de shoplifting, c'est quoi la différence? Ou shoplifting, ouais. C'est pour ça qu'il y avait deux crews. Et, après, moi, je perds beaucoup la mémoire. Donc, il y avait l'USA. Justement, c'était United Shoplifter Association, tu vois. Ok. Après, il y a le mot booster qui est arrivé aussi. Mais oui, après, tu as tout à fait raison, c'est shoplifter. D'accord, c'est juste une appellation, un peu un slang pour dire la même chose. Mais un truc qui m'intéresse, parce que la PETA, ça m'intéresse, et je veux rentrer un peu là-dedans aussi. Eux, leur spécialité, c'était plus des trucs à l'arrache à plein, ou c'était du shoplifting un peu scred? C'était quoi leur manière? Beaucoup à plein, en tout cas. Tu vois, après, c'est du vol à l'étalage, voilà, exactement. Nous, on appelle du vol à l'étalage. Ils étaient rentrés dans les magasins en groupe et ils arrachaient. Après, il y avait toujours, je pense, des cas, comment dire, isolés où les mecs, ils allaient à très peu, tu vois. Mais je pense que la plupart, ils allaient à beaucoup, tu vois. Ouais, parce que quand tu les vois, quand tu vois leur sabre, quand tu vois les vidéos qui tournent et tout, tu les vois, bon là c'est des groupes de cum de Brooklyn des fin des années 80, voilà, c'est Thug ou c'est mec de quartier quoi. Quand tu arrives dans un shop comme Macy's, ils devaient faire la gueule les types, tu vois ce que je veux dire? Et de de faire vite aussi, donc. C'est ça. Donc arrachage et tout ça pour se procurer ça.
comment le but c'était quoi? C'était parce que tu vois, j'aimerais revenir sur ce qu'était Polo Ralph Lauren. Tu vois, Polo Ralph Lauren, ça reste un mec, donc j'imagine que tu en sais beaucoup plus que moi sur lui. Mais ça, si tu veux parler de lui déjà pour savoir qui il est, tu vois, et pourquoi ces gens-là, qui sont totalement à son opposé, se sont mis là-dedans. Alors, qui est Polo Ralph Lauren? Ou qui est cette personne? Ralph Lauren, déjà son vrai nom, c'est Ralph Lischwitz. Ok. Et, un immigré polonais, si je ne me trompe pas, qui vient du Bronx, qui a, en fait, à la base a galéré, en fait, un peu, tu vois, il n'avait rien. Il a commencé avec $5 pour faire des cravates, et c'est réellement, pour moi, et je pense pour beaucoup, le vrai rêve américain. Il incarne en lui-même, tu vois. Il a commencé avec rien du tout, avec des cravates, il les a proposées, maintenant il vaut des... Dire. Et qu'en fait, ils se sont incarnés, c'est là où je rejoins VR de ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'ils se sont appropriés en fait cette image de richesse américaine d'après pour les blancs de je sais pas quel quartier de chez eux, comme chez nous dans le 16e ou je sais pas où. Et eux se l'ont approprié, mais à leur manière. Comme tu as connu, Baggy et ou Lacoste. Lacoste, c'est un peu le même schéma en France, non? Exactement, c'est le même schéma en France, à plus petite échelle, mais c'est le même schéma. Il n'y a pas de crew en fait qui a été créé par rapport à ça en France, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, de gros voleurs de Lacoste. Tu vois, il y a un crew qui est connu, tu vois, comme il y avait les Black Dragons, je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Alors, pour revenir à... Pardon, vas-y. Je pense que Ralph Lauren, là où il a été fort, entre parenthèses, c'est que le mec, comme il disait, Frécheux, c'est un mec, il est à Brooklyn, il est là, il fait des cravates. Maintenant, il a un rêve d'américain. Il a un rêve d'exotisme, entre parenthèses. Quand je dis exotisme, je ne sais pas si c'est l'exotisme, mais il a un rêve de découverte. C'est-à-dire que le mec est assis dans son quartier, mais il rêve de voile. Il rêve de chevaux, il rêve de ski, il rêve de tout ça. Mais maintenant, le mec, il n'a jamais fait ça. Mais il a créé des collections à cette effigie. Alors que moi, comme je dis souvent, c'est rare que tu vas voir un mec faire du ski en Ralph Lauren ou un mec faire de la voile en Ralph Lauren. Tu vois ce que t'expliquais? Mais lui, il s'est projeté là-dedans, quoi. Et comme disait Frécheux, je pense qu'il a amené une matière. Et je pense que les Américains sont appropriés aussi son rêve à lui. C'est-à-dire le rêve de marcher aux États-Unis avec un couvent comme nous à l'époque avec les Hansen et autres. T'as vu le truc? Quand justement on détournait tout ce qui était voile, et lui, je pense qu'il est parti dans le même esprit en donnant l'opportunité aux Américains de pouvoir porter des habits sans forcément être dans l'activité. Bien sûr, je comprends. Mais il y a aussi un truc qui est un peu plus fort que ça, c'est qu'il se réfère à des activités dont tu parlais, le ski, la voile, ou c'est quoi, il y a quoi comme autre truc? Le polo. Le polo, tout simplement, un sport que personne pratique quasiment, c'est juste une élite de personnes qui pratiquent ça. Donc, il se réfère à un truc qui est quand même l'aristocratie, une sorte d'aristocratie, une sorte d'image de l'aristocratie blanche américaine. Et il se dit, bon, ok, on va prendre leurs coutumes, leurs traditions, leurs trucs, et on va le mettre un petit peu différent, mais sauf que ça va pas s'adresser forcément à l'aristocratie, ça va s'adresser à tout le monde qui rêve d'être un peu riche et tout. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, je pense que lui, il a voulu justement, comme Lacoste, le mettre le dédier au bobo américain, entre parenthèses, parce que les pièces, c'est des pièces qui coûtent quand même cher quand tu vas amener. Vu qu'ils n'avaient pas l'argent pour acheter ces pièces-là, on ne parle pas de polo avec le cheval, hein. On parle vraiment avec des grosses pièces USA, Suicide Kid, c'est ça, tout ça, voilà. Pas les grosses pièces qu'il y avait à l'époque, les Snow Beach, tout ça. Les Snow Beach, tout ça, les mecs, n'ayant pas l'argent pour acheter ces pièces, et je pense étant attirés aussi par la couleur et des gros logos comme nous à l'époque, les mecs ils faisaient du vol à l'arraché. Et après ils troquaient ces pièces-là, ils les revendaient. Ils revendaient beaucoup. D'accord, c'était pas seulement pour représenter quelque chose de quelque part quand tu portes ça et que tu es dans un autre quartier, que tu es dans un quartier pauvre, parce qu'on est en train de parler de Brooklyn des années fin 80, c'est pas le Brooklyn d'aujourd'hui, donc il faut resituer aussi. Donc quand des personnes souvent de quartier, donc de Brooklyn, souvent des Renois, souvent peut-être je sais pas, mais pas à un niveau social
immigration américaine, toute immigration De américaine. toute façon, c'est un peu comme nous avec Lacoste. Le mec qui avait un Lacoste, il avait ce côté un peu j'ai de l'argent, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer quand même. À part que nous, on s'est jamais représenté par rapport à Lacoste, enfin les créateurs de Lacoste, ça ne nous représentait pas. C'était plus une marque, tandis qu'eux, ils sont identifiés par rapport au rêve américain de ce gars-là, et aussi tout ce qu'il a fait. Et là, d'une marque comme Tommy Hilfiger, c'est américain. Ça a rivalisé un petit peu, mais jamais. Jamais à ce niveau-là. Mais je pense que justement, ça a rivalisé avec ça, mais c'était plus Tommy Hilfiger, il s'adressait à la même tranche de population, c'est-à-dire les WASP, un peu tu vois, les riches privilégiés blancs. Mais lui, ils sont restés à ce public-là, tandis que Ralph Lauren, le public, c'est un public différent, c'est approprié un petit peu le message, non? Déjà, pour moi, dès que à cette époque-là, en plus, il y a eu toutes les pages de pub Polo Sport avec le mannequin noir, un peu plus Tyson, je crois. Et, donc ça a fait ça aussi. En plus, je crois qu'il vient de Brooklyn aussi, le gars. Donc tu vois le truc. En fait, pour moi, tu peux pas non plus comparer comment dire, l'expliquer ici. Faut quasiment. Enfin, j'ai pas que je l'ai vécu, hein, mais en étant dans leur concept et leur lifestyle, tu peux en fait comprendre que y a tout un truc qui a pu en fait leur rendre complètement dingue par rapport à cette marque-là, tu vois ce que je veux dire. Et après, comme je te dis, c'est aussi la panel de ce qui est sorti, tu vois. Après, quand tu voyais dans les années 90, dans tous les clips de rap, tu voyais Nas, Mobb Deep, je sais pas qui, Wu-Tang, avec Raekwon et son gros. C'est lui qui a rendu réellement connu No Beach. C'est pas une page de pub de Ralph Lauren, tu sais ce que je veux dire. Il n'aurait pas eu ce. Ouais, je comprends tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Pardon, vas-y. C'est le mec, justement, de son styliste, le styliste de Raekwon, qui a été vite fait à l'arrache dans une boutique, acheter ce suite vite fait à l'arrache et il l'a mis. Et le truc, lui-même, à la base, t'as vu, c'est même pas Raekwon qui a demandé à porter ce texte. C'est son styliste qui a été l'acheter vite fait à l'arrache. Il a dit, vas-y, mets ça pour le clip. Et le truc, il est parti en. Ça a explosé. Mais en même temps, visuellement, ça marche tellement fort, quoi. C'est voilà, des couleurs, comme tu disais, des gros lettrages, là, comme ça. Et après, il dit, Fréchu, faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Ouais, on est aux États-Unis. Ralph Lauren, là où il a été gros, méchant, c'est que lui, c'est un gros chauvin aussi, ton gars. Il y a beaucoup de polo, USA, on se comprend pas. Donc, ça parle aux Américains. Ça parle aux Américains, t'as vu le truc. Parce que Lacoste, là où ils ont pas amené le truc, c'est que Lacoste, on n'a pas des gros logos bleu, blanc, rouge. Ouais. Alors que l'Américain, c'est grave, c'est un chauvin, lui aussi. T'as vu le truc. Donc, quand il voit justement des manteaux où il y a marqué USA, avec des gros logos, avec la carte des États-Unis ou le drapeau des États-Unis ou des trucs qui, tu vois le truc, et ben, je pense que voilà, ça, tout comme Ralph Lauren, et ben, ils se sont appropriés justement ce vêtement afin de se dire, ben voilà, moi aussi, je veux exister en tant que immigré dans le bobo américain. C'est super symbolique, mais de toute façon tout est symbolique dans tout ça. C'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qui a transcendé un peu le truc, que c'est pas simplement des mecs qui ont péta des marques et qui les ont mis et que ça a créé une vraie communauté. C'est ce truc symbolique. Parce qu'aujourd'hui, sans vouloir te couper, aujourd'hui, Ralph Lauren sponsorise l'équipe des États-Unis. L'équipe de quoi? Olympique. Ok. Donc, l'équipe olympique des États-Unis. Même pour les sports d'hiver aussi. Par Ralph Lauren. Mais après, ils sponsorisent aussi l'US Open, ils font aussi, je crois que c'est Wimbledon, ils font, je sais pas c'est quel championnat de tennis qu'il y a en Australie. Et là où il est intelligent, le gars, c'est que lorsqu'il sponsorise l'équipe des États-Unis, le mec, il te sort une collection. Il sort une collection olympique 2001, olympique 2016, on se comprend ou pas. Donc le mec, il est. Il y a toujours du renouveau, comme il disait, contrairement à Lacoste où bon, on n'est pas dans des bandes, t'as vu le truc. Moi, je sais que la dernière photo que j'ai vue, et cette photo, elle me touche beaucoup, c'est que, je crois que c'est même Fréchu qui me l'a envoyé cette photo, t'as Pelé qui est habillé en polo avec la veste polo USA de 2016. Parce qu'il avait, je crois qu'il avait sponsorisé l'équipe du Brésil, je crois. Pour les Jeux Olympiques, je suis pas sûr sur l'équipe du Brésil, mais en tout cas, il avait en fait une collection
aux Jeux Olympiques du Brésil avec une veste avec Copacabana, je sais pas quoi dessus. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est déjà, c'est un malin, ça on avait compris que le Ralph Lauren, le gars en lui-même, c'est un malin. Il est là au bon moment et tout, mais il est bon pour fédérer en fait autour de trucs. Donc fédérer le côté national, le côté c'est mon pays, le côté ok on sponsor des équipes nationales et voilà on fait ça ou des stars. Bon ben ça a toujours été fait, mais ça a été fait assez rapidement par lui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement que une certaine population s'est réapproprié ces codes pour les transformer d'une autre manière et pour dire certains messages. Donc les messages pour eux, pour la communauté Low Life, c'était quoi? C'était dire je suis différent, je peux être riche, je suis fier d'où je suis. Qu'est-ce que c'était le message, tu vois, à travers le fait de porter ces sapes qui ne leur étaient pas destinés à la base? Je pense surtout c'était le message, c'était tu vois, je peux être d'en bas et d'avoir en fait des pièces de gens qui sont pétés de thunes en fait, tu vois, c'est pour ça que ça vient un peu, je pense, le truc Low Life, tu vois, ça vient de ça en fait, tu vois. C'est une meuf qui a dit c'est à 13, mais tu viens de la basse vie, tu vois, L-O-W, elle a fait bah oui, je suis un Low Life, tu vois. Je suis d'en bas, quoi, je suis d'en bas, ok, mais je peux avoir des sapes qui valent des centaines de dollars, donc ça veut dire que quelque part je suis quelqu'un et je peux me permettre de porter ces habits-là. Et en plus, tu as vu cette époque-là, les années 80, fin 80, 90, toute la culture hip-hop, tout ça, le lifestyle et d'être frais. Le détournement de toutes les sapes, hein, même les Levi's, on les a jamais mis comme des Levi's en fait. Mais toutes les marques de gens qui avaient de l'argent ont été détournées, on n'a pas détourné du tapis, tu vois. Ouais. Non, je comprends parfaitement. Comment ce mouvement qui, donc, tu l'as dit, né aux États-Unis, on vient d'évoquer un petit peu comment ça s'est construit. Comment toi, vous deux et d'autres en France ou dans le monde, comment ça vous touche et comment vous arrivez à rentrer en contact avec ça et à vous l'approprier? Comment ça se passe? Moi, pour ma part, pour raconter un peu, moi, comme je t'ai dit déjà avant, j'aimais bien tout ce qui était un peu indé, tout ça. Donc j'écoutais, parce que j'ai connu un peu Fortune Free par rapport à son rap à l'époque. En 96, quand j'étais à New York, j'avais acheté son premier album là. Mais même si je mettais déjà du rap, je captais pas encore que c'était. Enfin, je captais sans capter en fait. Tu vois. Je comprenais que c'était plus dur à l'un, mais c'est après, avec le temps. C'est juste après, tu vois, que j'ai compris qu'il y avait en fait toutes les gens partout en fait qui volaient beaucoup de rap et tout ça, tu vois. Et qui est cette personne? Tu peux en parler de ce rappeur donc The Firm. Ok. Et après lui, en plus il a rappé aussi pendant l'époque Crocus sur son Bombing. Ça l'a projeté un peu internationalement aussi. Ça lui a donné une vitrine internationale. Il y a Rocus. Et là où il a été fort, le mec, c'est que les pochettes d'albums, elles ont été toujours à l'effigie de Ralph Lauren. Le mec, sur ses pochettes d'albums, il a des casques Ralph Lauren, des pièces que tu n'as jamais vues. Lui-même avec des pièces qui étaient tellement ils en volaient, il a découpé des trucs, il a fait des patchs, il a fait des trucs, Voilà, des pièces uniques, des pièces custom qu'il fait avec des morceaux d'autres pièces. On se comprend, il y avait de ça et il était aussi vraiment dans le détournement, comme on disait tout à l'heure. Parce que je pense que Ralph Lauren, dans son film, lui-même, je pense que Ralph Lauren, je pense qu'il est, comme tu disais, c'est un génie. C'est pas un génie. Je pense que c'est un génie en marketing, le mec. Parce que il a jamais boosté la marque. Il a juste codifié, entre parenthèses. T'as vu, on s'apprend justement des codes comme tu disais, de sport et d'autres activités. Et dans ce même registre-là, je pense que voilà, vu que nous aussi la culture hip-hop, c'était une culture qui était un peu nouvelle et que les gens ils avaient besoin justement d'avoir une identité, entre parenthèses, t'as vu le truc. Et je pense que lui justement, au travers de ça, il leur a permis ça aux Américains, t'as vu le truc. Et comme on parlait justement de Jesus, moi j'appelle Jesus parce que bon voilà, le mec, tu vois que Ralph Lauren, ça date pas d'aujourd'hui. On peut en rejoindre Fréchu. Moi j'ai toujours porté du Ralph Lauren, mais je me suis jamais mis dans ce truc de low life parce que moi j'ai jamais Ralph Lauren par rapport aux couleurs que j'avais.
des couleurs vives, t'as vu le truc. Et c'est vrai que en côtoyant justement Fréchu, en côtoyant justement certaines personnes qui étaient déjà addictes un peu à cette culture, et ben j'ai appris que voilà, c'était un mouvement, un peu comme le hip-hop, entre parenthèses, t'as vu le truc, parce que je pense que c'est un peu la même chose. T'as vu, c'est voilà, cette histoire de détournement, t'as vu le truc, comme je disais Fréchu. Je me rappelle que dans les années 90, nous, on découpait nos 501 pour mettre des écharpes Burberry dessus. Les écharpes Burberry, ouh, ça c'était magnifique, J'ai jamais sorti cette collaboration. Mais maintenant, quand tu fais des collaborations Adidas avec Gucci, Balenciaga avec, tu vois le truc. Je pense que nous, on était précurseurs un peu dans toute cette histoire. T'as vu le truc? Bien sûr. Et en même temps, c'était aussi lié au fait que tu ne peux pas te payer une sape, et ben tu te la fais ou tu la détournes et tu te la fais à toi-même. C'est aussi les besoins aussi qui font que ça se passe comme ça. De ne pas pouvoir se payer. Je pense que c'était le truc de détourner. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, bon, je fais une petite aparté, mais quand j'étais petit, j'ai été traumatisé par mes profs, parce que nous, on était souvent en survêtement et ils te disaient non. Moi, mes parents, même, parfois, ils m'embrouillaient à la maison parce qu'ils me disaient mais non, ton survêtement, c'est fait pour aller en EPS. C'est pas un habit de tous les jours. On se comprend. Il y avait les habits de ville et les habits de sport. On se comprend. Alors que nous, l'habit de sport, c'était un habit de tous les jours. Tu vois le truc? Et ben, pour en revenir justement à cet esprit de Ralph Lauren, cette histoire de partage, cette histoire de culture, je pense que voilà, on en est en plein dedans, quoi. T'as vu le truc? Te dire qu'aujourd'hui, tu mets du rafting, ou tu mets du RLX, ou tu mets plusieurs déclinaisons. Mais parce que, à un moment, tu te projettes aussi dans le vêtement. Tu t'appropries le vêtement et tu te projettes un peu. Tu as vu, il y a une marque qui s'appelle parce que Ralph Lauren, là où il est, comme je te dis, que le mec il est très intelligent, lui, il a plein de déclinaisons. Il a fait plusieurs branches. Voilà, c'est pas quelque chose. Il a plusieurs branches. Moi, il y a une branche que j'aime bien, c'est RLX. C'est le RL extrême de Ralph Lauren. C'est le North Face. Voilà, un peu le North Face, tu as vu le truc. Tu vois les pièces, elles sont fantastiques, t'as vu le truc. Mais maintenant, il a fait Purple, c'est quasiment tout en soie, il a fait différentes choses, quoi. C'est ça veut dire qu'il a su toucher les bobos américains, et voulant toucher aussi les bobos américains par des sapes un peu plus colorées, un peu plus mainstream, un peu, t'as vu le truc, un peu plus, il s'est approprié la culture hip-hop. Et aujourd'hui, il a un peu bouclé Ralph Lauren, parce qu'aujourd'hui il dit que sans le hip-hop il n'en serait pas là où il en est avec la visibilité vestimentaire, entre parenthèses. T'as vu le truc? Alors ça c'est super intéressant. Alors je vais revenir par rapport à tout ce discours, je vais revenir sur deux, trois choses. Une, je pense qu'effectivement c'était précurseur, mais aujourd'hui on le voit avec, je vais te dire, des sapes de randonnée, des sapes, les meufs là, moi je suis à LA, les meufs elles sont toutes en leggings, c'est un truc de yoga, en sape de yoga, et c'est pas pour ça qu'elles font du yoga toute la journée, tu vois, elles sont toutes habillées comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc tu détournes, c'est vrai, comme tu le disais, une sorte de lifestyle, et tu te projettes en disant, ah voilà, si je porte un truc de yoga, je projette quoi comme image, que je suis healthy, que je mange des smoothies et que je fais du yoga toute la journée. C'est super, génial, on adore. Donc, mais après, donc ça, il a fait précurseur, parce que moi, je me rappelle de Lacoste, justement, pour revenir à Lacoste dans les années 90 et tout, quand Arsenic, quand plein de gens, quand tous les mecs de banlieue portaient du Lacoste, c'était une réappropriation d'une marque qui était donc pour les tennisman, pour les jouabourgs. On a parlé un peu de ce truc de se réapproprier et tout ça, mais Lacoste, ils étaient contre ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils aimaient pas ce truc-là. Pourquoi? Parce que comme Lacoste, ils ont commencé à faire une faillite. Lorsque les Renois et les Rebeux portaient du Lacoste, les Blancs voulaient plus porter du Lacoste. Exactement. On se comprend. Donc à un moment, Lacoste, parce que moi je me rappelle, comme tu l'as très bien dit, de la couverture de Arsenic pour le magazine, je crois, Radical, je crois. Et même, ils ont même ramené l'Alligator. Oui, l'Alligator. Ça. Lacoste, et cette page, je me rappelle, ils voulaient le sponsor. C'est vrai, je me rappelle de cette histoire, c'est vrai. Lacoste, ils ont dit, mais je crois qu'il y avait même de questions qu'on sponsorise un groupe de rap. Ni Arsenic, ni et aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois qu'il y a. T'as vu la pub? T'as vu la pub dans le. J'ai été choqué par cette pub où tu vois les mecs, c'était nous en 90 avec le truc à la gare et tout. Là, j'étais là, non, sérieux?
pub, avant la pub, il y a un rappeur français, je ne sais pas qui, là, qui a été sponsorisé par Lacoste. Parce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, entre guillemets. Mais ils ont mis énormément de temps à changer leur fusil d'épaule. C'était là où je voulais en venir. Oui, Tu vois, par rapport à Ralph Lauren, à la personne elle-même, Ralph Lauren, qui a probablement, ou alors je sais pas justement, comment ça, Après, c'est le même en fait, le truc c'est que c'est le même concept un peu. Hein. Ouais, vas-y explique. Comment dire. Après moi je voulais revenir sur le fait pourquoi j'en suis revenu à live tout ça parce que on a coupé avec un autre truc. Finissons sur ce truc de Lacoste de réappropriation et comment eux réagissent. C'est-à-dire comment Lacoste au début a dit non, c'est pour les Kaira, on veut pas de ça, ça nous détruit notre image de marque. Et comment Ralph Lauren lui peut-être a accepté ce truc-là. Est-ce qu'il l'a accepté ou pas, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Il l'a accepté récemment réellement, parce que au fond de lui-même, je pense que même si il sait que c'est grâce en fait à toute la communauté hip-hop et tout ça qu'il a fait autant d'argent aussi, hein, ça a participé. Hein, je pense pas que ça c'est pas que ça, mais ça a boosté le truc, c'est sûr. Parce qu'après, même les riches voulaient faire comme les pauvres, mettre les polos que les mecs ils avaient en fait, tu vois. Mais non, je voulais dire à quoi. Et puis ça a correspondu aussi à l'émergence du hip-hop qui est devenu une vraie culture, qui est devenue une industrie aussi avec des millions et des millions. Donc ça valait d'être là-dedans. Mais en fait, il en est revenu récemment parce que justement, tout avec cette remouvance de Ralph Lauren avec des rééditions, les low-end, une nouvelle génération qui est collectionneur, donc en fait, il a quand il a fait sa vidéo là, Ralph, je sais pas comment ça s'appelle, récemment il a fait un documentaire sur lui, il a fait participer Fortnite the Third, la fameuse personne dont tu parlais de Low Life avec Ralclo et plein d'autres, hein. On dit toujours Ralclo et Fortnite, mais il y a plein d'autres en fait, vraiment des créateurs de Low Life, pardon. Et c'est récemment, il y a ça peut-être 5-6 ans peut-être qu'il a accepté que une bande de voleurs qui a fait que en voilà, fait, qu'ils ont fait son marketing entre parenthèses. C'est assez fou. C'est assez fou. Ouais, c'est assez fou comme concept. Et contrairement à Lacoste, il a pris conscience et s'est dit ok, je vais donner de la force à la culture hip-hop. Il n'a pas encore fait son festival de rap, t'as vu le truc. Mais je pense, comme il disait Fréchu, quand tu vois qu'il y a des rassemblements qui sont organisés par Ralclo à Times Square, où tu vois qu'il y a je ne sais pas combien de milliers d'Américains qui sont habillés tous en Ralph Lauren de A à Z, de pied jusqu'à la tête, le mec à un moment il se pose des questions, il se dit à un moment là il y a un truc en train de se passer. Même, tu vois qu'il y a eu tout pareil au niveau des rappeurs. Dernièrement, il y a eu tout bon, je ne les connais pas tous, mais il y en a plein qui jouent en Ralph Lauren. Ils sont remis à du Ralph Lauren. Il y a un revival. Une ancienne génération. Comme toujours dans la mode, quoi. Et même d'autres générations de trap comme ça qui mettent un peu de Ralph Lauren. Donc ça a remis du peps au mais là où les Américains ils ont été un peu intelligents, quand je dis les Américains, on se comprend, c'est que les précurseurs, aujourd'hui, Ralph Lauren, ça a une cote. Je ne sais pas si ça a une cote en bourse, mais en tout cas, ça a une cote dans la street. Eh ben, je te coupe 2 secondes. Il vaut 7,5 milliards de dollars, Ralph Lauren. C'est son net worth. 7,5 billions. Et aujourd'hui, il y a des Américains, ou même des Français, ou des Espagnols, ou même peu importe, qui s'approprient des pièces. Moi, tu as vu, souvent, on est là, on discute avec Fréchu. On regarde parce qu'on Chine. Tu as vu le truc en Chine, il y a des pièces, tu ne peux pas les acheter en magasin. C'est des pièces, elles sont incroyables. Tu as vu le truc. Mais aujourd'hui, quand tu regardes un peu sur les forums ou sur les réseaux, tu as l'impression qu'il y a des gens, ils veulent devenir millionnaires grâce à Ralph Lauren. Ouais, c'est une génération pareille de resellers. Tu vois ce que je veux expliquer? Ils s'approprient des pièces, il les stocke en se disant, bah, cette pièce, tu vois des prix, 2 000 €, 3 000 € une veste, Ralph Lauren. C'est-à-dire que le truc, il a pris une plus-value. Parce que bah, c'est des pièces qui, à quantité limitée. En même temps, on l'a vu chez Suprême, on le voit sur plein de trucs, c'est un peu normal, quoi. Toute la rareté, c'est toujours plus valuable, c'est un peu normal, quoi. Pas la valeur de l'argent, donc.
Et si tu veux nous reparler, donc on est parti sur ça, c'est moi qui vous ai un peu mis de travers là en parlant de Lacoste, en parlant de la réappropriation et tout ça, mais tu étais en train de parler donc d'un des créateurs donc, de Lowlife qui était aussi rappeur et qui a mis ça en avant et qui peut-être a introduit ça un petit peu plus dans le hip-hop. C'était là où tu voulais partir. Grâce plus ou moins à son fait de travailler avec Rocus, comme il disait, en fait ça l'a permis de donner une vitrine mondiale parce que Rocus était connu mondialement dans le rap. Donc il n'y avait pas Internet. Donc tu ne pouvais pas chercher Lowlife ou je sais pas quoi, Florence sur Internet et trouver en fait un rapport avec ça. Donc ça a mis un peu la puce à l'oreille à pas mal de gens, et dont moi. Et au fur et à mesure de mes voyages là-bas, j'ai compris. Et après, j'ai rencontré des gens là-bas qui étaient vraiment dans le délire. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment des gens. Et après, il y avait la vue d'Internet, qui fait qu'on avait des gens au Japon, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, au Brésil, je sais pas où, partout en fait, qui font partie en fait, qui sont toujours accrochés à cette culture-là, mais sans que les Américains eux-mêmes le sachent en fait, parce que les Américains pensent que chez eux, et c'est tout en fait. Après, je pense que ça a pris un autre niveau, parce que dans les années 90, à part Raclo et Jesus, les mecs ils portaient du Ralph Lauren. Moi, je te dis, j'ai acheté du Ralph Lauren. Nous, on allait à 3. On allait dans les magasins de déstockage, on achetait du Ralph Lauren. Il y a longtemps que. Mais je pense que là où Raclo et Jesus, ils ont ramené le truc à un autre niveau, je fais un aparté parce que moi, je me rappelle d'émissions sur MTV Rap, il y avait Grand Pouva, il portait du Ralph Lauren. Ouais, toutes ces émissions, c'est l'époque-là, c'est pareil. C'est l'époque du 90. Voilà. Mais là où je pense que Jesus et Raclo, ils ont mis le truc autrement, c'est qu'eux, ils sont full Ralph Lauren. Ils sont restés, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ils sont restés vraiment fixés que sur la marque Ralph Lauren. Donc, ils étaient, comment dire, full de Ralph. C'était les extrémistes un peu du bordel, quoi. C'est là que je pense que le truc, il a été amené, parce que nous, aujourd'hui, dans notre petite banlieue ou dans notre petit quartier en France, nous aussi, on est arrivé là-dedans. Moi, aujourd'hui, je suis full Ralph Lauren. Alors qu'avant, non, je mettais un petit article entre parenthèses. Là où, justement, c'est Raclo et les Américains m'ont amené dans un autre esprit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un quotidien. Je te mens pas, j'achète que ça. De toute façon, c'est un mode de vie, de toute façon, c'est comme tout. Tu vois le truc, voilà. Ouais, et tu veux, en te mettant entièrement en Ralph Lauren, tu dis quelque chose aussi. C'est-à-dire, tu dis quoi exactement? Tu dis, je fais partie de cette communauté, qu'est-ce que tu projettes comme image aux gens qui connaissent pas? Tu vois ce que je veux dire? Je vais répondre à ta question. Moi, je pense qu'on parle de la même chose depuis tout à l'heure. Nous, on est les premiers influenceurs culturellement, parce qu'on a toujours été dans le détournement. Aujourd'hui, on parle de streetwear. Moi, quand je vois, comme je te disais tout à l'heure, je vois Balenciaga qui fait des partenariats avec Adidas pour des marques de streetwear, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le streetwear, c'est prendre une chaussure Timberland qui a été destinée à des bûcherons et marcher avec. On se comprend. Prendre une doudoune Chevignon qui a été destinée à autre chose et marcher avec. On se comprend. Prendre un Karat ou un Caterpillar qui était destiné à des travaux et marcher avec. On se comprend ou pas? Donc, on est là-dedans. Moi, aujourd'hui, tu ne me verras jamais acheter un truc Adidas X. On se comprend ou pas? Tu vois le truc ou pas? Mais c'est marrant parce que ces marques-là, elles ont été détournées. Ce que tu as dit. Suprême, ou même Suprême. Jamais, j'achèterai jamais du Suprême. Non, mais tu vois, je comprends ça. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que donc toutes les références dont tu as parlé, Timberland et tout ça, on est quand même en train de parler d'il y a 30 ans de ça.
parce que ces trucs-là ont été détournés, tu vois, mais aujourd'hui, on peut plus trop détourner quoi que ce soit qui était là seulement, qui était du workwear, tu vois ce que je veux dire, tout ce qui est, tout ce dont tu vois, Caterpillar, c'est workwear, ou même Carhartt à la base, c'était ça. Donc, je crois, après, je suis pas un spécialiste, mais je crois, voilà. Et tous ces trucs, même Dickies et tout ça, c'était des trucs pour aller travailler. Et maintenant, tout le monde l'a détourné. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ces marques-là. Elles ont joué le jeu et elles font un truc qui est différent. C'est les marques de luxe qui s'en imprègnent maintenant. Mmh. Mais c'est super intéressant. J'adore ce truc de dire, effectivement, là, les gens ont détourné ces trucs-là, ont détourné le. Tu disais très bien, aujourd'hui, la culture hip-hop, il faut savoir, c'est l'une des cultures qui vend le plus aujourd'hui. Le truc. Il y a justement ce renouveau au niveau de la matière, c'est voilà, ça pulse entre parenthèses. Donc les mecs, ils ont tout à s'associer entre parenthèses avec le truc. Bien sûr. Pas comme Dior ou Gucci. Ou t'as vu, moi j'ai toujours grandi avec ces marques-là. Mais pour moi, c'était des marques de luxe. On se comprend. Là où, comme tu disais tout à l'heure, là où on coupait notre écharpe Burberry, déjà pour moi c'était un film déjà, t'as vu le truc, parce que on parle pas de veste Burberry, on parle d'une écharpe, on se comprend, tu vois le truc, mais Burberry n'ont pas fait que des écharpes, on se comprend, mais pour nous c'était une manière de se codifier, de dire ah, on appartient au luxe, pas par rapport à une chemise, pas par rapport à une veste, mais au moins par rapport à un accessoire, entre parenthèses, tu vois le truc ou pas? Parce qu'on commence toujours par l'accessoire avant d'arriver à la collection, entre guillemets. T'as vu le truc? C'est vrai. Je pense que voilà, on en est complètement dedans. T'as vu le truc? Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi Low Life? Il faut savoir que Low Life, quoi, de ce que je sais, hein, ça veut dire Love and Loyalty. Ok. Les deux L, c'est Love and Loyalty. Ok. Love and Loyalty. Quand tu connais l'esprit américain, quand on te dit love and loyalty, tu vas pas plus loin. C'est pour ça, d'où les rassemblements aujourd'hui. Ça veut dire que les mecs, tout comme je te disais tout à l'heure, tu me dis, ouais, mais pourquoi tu t'habilles full en Ralph Lauren? Parce que voilà, cet amour qu'on a pour cette marque, on l'a aussi dans la loyauté, plus ou moins entre nous, quoi. On se comprend. Alors, c'est ça qui est vraiment cool. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça a pris une ampleur, c'est-à-dire qu'on part quand même, tu vois, si jamais on part du tout début, c'est juste des queumés qui, entre guillemets, tu vois, je mets des gros guillemets, des queumés qui vont aller péter des sapes de riches pour paraître un peu plus riches, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, attends, je te fais juste ma petite théorie et tu me diras après. Donc, ils pétaient ces trucs-là pour ressembler à des riches. C'est ça. Ok. Et ensuite, ça crée une communauté, en fait, de gens qui pensent quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire? On est passé outre juste porter ce truc-là. C'est devenu un symbole de gens qui, quelque part, veulent s'élever, ou tu vois, peut-être je me trompe, mais au moins qui veulent être ensemble, parce que Love and Loyalty, c'est être ensemble, être une communauté, non, tu vois? Nous, à notre époque, c'était en détail, comme je te disais tout à l'heure. Nous, on était en détail. Maintenant, quand tu te projettes dans les années 80, 90, il y avait des grossistes. Nous, on était des détaillants. Nous, aux États-Unis, ils étaient en mode grossiste. Ça veut dire qu'eux, ils nous ont emmenés dans un autre level. Ouais, un peu XXL, quoi, un peu le truc à la Carrie, il faut en faire plus, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que de la sape, c'est qu'il y a une identité derrière, il y a des valeurs derrière. Quelles sont les valeurs justement qui vous rassemblent, tu vois, en dehors des sapes, tu vois? Je vais le laisser fraîchir, hein. En plus, je peux pas parler. Il est frustré là, je le vois, il est frustré. Je dis parce que moi, je dis. Sur ça, je mets un point d'honneur. Vas-y. Moi, si je suis dans la culture low life, c'est que cette culture, elle me fait penser à notre culture hip-hop. On est dans une culture de partage. C'est tout ce qui reste, en fait, même pour le rejoindre, dans tout ce qu'on a connu dans du hip-hop dans les années 90, ce côté, en fait, partage, on rencontrait les danseurs, on rencontrait les tigers, on rencontrait les nanas, on allait partout, je sais pas, dans des soirées ou dans des festivals, on rencontrait plein de gens. Moi, j'ai rencontré plein de gens grâce à ça, en fait, je peux dire, de n'importe quel, du la graffiti, communauté, différents crews de graffiti, des danseurs de différents crews. C'est grâce, en fait, à ces événements-là, et qui faisaient qu'on rejoignait, même si on n'est pas du même endroit,
mais on se rejoignait dans le mouvement, disons, cette culture-là, en fait, tu vois. Comme à l'époque avec ton Adidas, quand tu arrivais avec ton Adidas, ton kawa, tu voyais un mec qui arrivait en kawa, tu sais que c'était un breaker. En fait, il y avait des codes. Toi-même, tu connais le code du graffeur, tu sais, Sébastien, tu dis, bah, tu vois, c'est un graphe comme le skater, tu sais que lui, il porte. Plus maintenant, mais avant, oui, c'est sûr. Oui, avant, ouais. Avant, tu sais qu'il portait d'une telle manière, c'est un peu comme ceux qui portaient casquette à gauche, casquette à droite, un peu, tu vois. Mais c'est même Sartino là qui le dit. Approche-toi. Alors, viens là parce que. Salut. Présente-toi 2 minutes. Présente-toi 2 minutes, s'il te plaît. Viens au milieu. Viens au milieu. Julian, bien. Salut. Non, mais regarde, je rentre. Je fais juste une petite aparté par rapport à ce qu'il dit, ce qui était important. Ce qui était important et ce qu'a dit Sartino aussi, c'est que tout le monde connaît les 4 piliers du hip-hop. Donc le rap, le DJing, le break et le graffiti. Mais en fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il y en a un 5e qui unit aussi tout le monde, c'est le style. Et en fait, le style, c'est celui qui a uni finalement tous les autres piliers. C'est-à-dire que tout le monde avait un style. Et c'est ça aussi qui représente l'esprit hip-hop. C'est d'avoir un style et d'être stylé. Et finalement, on se retrouve tous là-dedans. Même 30 ans après, 40 ans après, on est toujours pareil. On continue de s'habiller pareil parce qu'à l'époque, c'était stylé et aujourd'hui c'est encore plus stylé. Donc, juste une parenthèse par rapport à ça. Le style, quand tu dis stylé, on parle du style vestimentaire, un style vestimentaire qui est approprié à une certaine culture et tout ça. On l'a vu à travers le hip-hop où c'était un mélange de plein de choses qui a créé ce style vestimentaire. Mais j'ai l'impression que ce qui a élevé un peu cette communauté low-life, c'est peut-être un truc super simple, c'est la passion, tout simplement. La passion de quelque chose qui réunit les gens, quoi, non? Les gens. Et surtout que dans leur pays déjà, c'est dans toutes les villes maintenant des États-Unis et maintenant dans le monde entier. Et tu as des passionnés encore plus passionnés on va dire que des fois les élèves ont dépassé le maître quand même. Tu vois, bien sûr, souvent, c'est normal. C'est là où tu as les mouvements qui sont intéressants, c'est quand les élèves dépassent les maîtres, justement. Et comme je disais, je me rappelle un peu de la pochette du Maxi à Raclo. Mm-hmm. On parlait de Ralph Lauren tout à l'heure par rapport à sa vision. Tu as vu sa vision où il emmenait les gens à s'approprier des codes. Tu as vu le truc? Et ben, Raclo, quand tu vois sa pochette, il est dans le même esprit. Le mec, il est là. Déjà, le titre de son maxi s'appelle Speed in Your Face. Le mec, Speed in Your Face. Ok. Ouais. Tu vois, il avec. Tu vois le truc, tu vois le mec, voilà. Mais après, tu retournes la pochette, le mec, il a il a des articles de Ralph Lauren que tu n'as jamais vus. Des casques de baseball, des trucs. Parce qu'en fait, il volait même les articles qu'il a fait en fait, pour la décoration du magasin. Il les volait. Même ça, il les volait. Ouais, c'est comme. Ouais, c'est normal. Si t'es addict à ça, tu prends tout, c'est clair. Comme un cintre, tu vois. Les cintres, si tu la cintre comme ça, maintenant tu peux le vendre quasiment $50 sur Internet, tu vois. Tout a de la valeur, c'est normal. Ouais. Ils sont appropriés, même les accessoires. Même les présentoirs de Ralph Lauren, tu les vends. Les bouteilles vides de parfum, tu les vends. On se comprend ou pas? C'est-à-dire que c'est comme on disait, c'est culturel. C'est devenu culturel. Aujourd'hui, je pense que on va se rejoindre. Moi, dans les États-Unis, on les a toujours côtoyés. Moi, j'ai toujours kiffé les États-Unis par rapport à justement leur code, tout ça. Tu as vu ce côté américain. Parce qu'ils avaient des codes que nous, on n'avait pas forcément en France. On se comprend. Donc, nous, quand on arrivait là-bas, moi, je sais que quand j'arrive aux États-Unis, j'étais T'es allé quand pour la première fois aux États-Unis? 98, je suis parti en 98. Cool. Toi, tu y es allé un peu plus tôt, c'est ça, en 96? 96-97. Okay. Mais avant d'aller aux États-Unis, je côtoyais grave Londres parce que j'avais pas eu l'opportunité de donc j'allais beaucoup à Londres. Qui était le petit USA, quoi. Le petit américain, on se comprend bien. Et ben, c'est une époque où tu vas aux États-Unis, tu arrives à Brooklyn en 98. Il y a Bootcamp Click. Bootcamp Click, Smith & Wesson, tout ça, qui sont en pleine effervescence.
Les mecs, ils sont originaires de Brooklyn. Tu arrives à Brooklyn, tu vois, il y a devant des boutiques, ils vendent que du surplus militaire parce que c'était le style de BCC. On se comprend. Tu rentres dans les boutiques, il y a du Rocawear, il y a du Helly Hansen, il y a du. On se comprend, il y a toutes ces marques américaines. Bon, en même temps, je regarde, je suis là, je suis dans ma mec. Ouais, aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, il y a 2 marques, Ralph Lauren et Lacoste. Tu vois ce que je t'explique ou pas? Ouais, il y avait bon, c'est une autre époque, et puis de toute façon, tu avais aussi ce truc de se dire que dans les années 90, il fallait que tu ailles aux États-Unis pour pouvoir trouver des sapes un peu cool et tout ça. Maintenant, tu cliques sur ton ordi et tu les as, les sapes cool. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, aux États-Unis, là où on avait un panel extra large de vêtements, parce que tu connais l'américain. Mais on s'écarte du sujet. Lui, non, je reviens vite fait. Non, on s'écarte pas. Où on avait un panel extra large de vêtements, entre parenthèses, parce que ben voilà, on voulait vivre américain, découvrir américain. On peut vivre dans cette. Aujourd'hui, tu vois, aux États-Unis, ils sont tous skinny. C'est fini les baggy aux États-Unis. Ouais, non, les baggy, ouais, c'est fini. Après, il y a d'autres choses et tout ça, quoi. Mais de toute façon, ça a énormément changé. Je pense que moi, pour repartir sur un truc un petit peu plus par rapport à votre Paris Polo Club, tu vois, j'ai envie de savoir quand est-ce que ça a commencé et à l'instigation de qui, et voilà, me parler un petit peu de ça, tu vois. Parce que là, on a parlé de ce que c'était au States, quel était le mouvement. Maintenant, j'aimerais savoir vous, comment vous l'êtes interprété. Moi, en fait, le truc, c'est que, comme la plupart qui sont là, on était tous du Ralph, on se côtoyait, nanana. Moi, en fait, j'ai rencontré par le biais de quelqu'un. J'ai rencontré Rolex, en fait, de IVTPK. Bien sûr, je lui passe le bonjour d'ailleurs, l'ex-ro, ouais, on pense à lui. Ça aurait été bien qu'il soit là d'ailleurs, quoi, mais je sais pas. Mehdi, on t'a vu, Mehdi. Peut-être qu'il nous verra sur YouTube. J'espère. C'est grâce à sa rencontre, en tout cas. Il m'a chauffé, en fait, pour aller rencontrer les gars qui ont créé tout ça à New York. Donc, on a pris un billet d'avion. Avant, on avait Facebook, on les a contactés par le biais de Facebook. D'accord. Et on avait déjà une page Facebook, en fait, vite fait, où on se rencontrait. Il y avait, à l'époque, c'était Chimiste qui faisait des hip-hop apéro. C'était pas Favela Chic, c'était en dessous de la Favela Chic, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Au Red Room, au niveau du Gibus. Le Gibus, ils ont fait un prolongement du Gibus. Et on avait une salle qui s'appelait le Red Room. Donc, en fait, Chimiste faisait, je sais pas combien, un niveau apéro là-bas. Il invitait des DJ différents, donc on se retrouvait tous là-bas. Et après, je te dis, avec Rolex, on a contacté les Américains. Et en fait, on a dormi chez eux directement là-bas. Et, ça, c'était quelle année? Et en 2000, si je me rappelle bien, 2010 ou 2012, 2010. D'accord. Et c'est là que tu as été validé par Ralph Lauren, par le crew des Américains. C'est-à-dire que c'est le seul. Non, c'est pas le truc. Le truc, c'est qu'en fait, voilà, quand on a rencontré les gens là-bas, on a rencontré en fait Backlive et comment ça s'appelle, Uncle Disco, qui nous drivaient un peu là-bas et ils nous ont emmenés vraiment au corner, Saint John et Utica. Et en fait, là, comme ils disent, ils nous ont donné les ailes pour voler. Chambé. Et ça, c'était donc toi et Rolex. Vous êtes allés tous les deux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, eux, ils avaient l'habitude de faire comme je disais tout à l'heure, des événements où ils rassemblaient un peu. Fréchu, avec Rolex, ils ont pris leur billet, ils sont partis là-bas. C'était quoi? C'était une fête de Pâques, un truc comme ça? Moi, j'ai participé, en fait, je suis allé au Easter, en fait. Easter, voilà. Plutôt, en fait, tous les Easter, tous les Pâques, ils font un photoshoot. Et moi, j'étais là-bas avec j'ai rencontré pareil des groupes graffeurs comme Stem de Yellen et tout ça, et j'étais avec eux, les risques de RFC. Et donc, je passais en fait tout mon temps avec eux, en fait. Un peu comme quand. Ils m'ont présenté un peu à tout le monde, j'étais un peu Après, Rolex est parti après dans d'autres villes, en fait, aux États-Unis. Moi, donc, je suis resté quelques jours après tout seul.
C'est un peu le Frenchie, et comme ils disent, même j'étais dans des endroits où même avec Rolex, où quand on était à St. John's et Utica, on est parti vraiment dans le spot où tout se passait, où c'était un peu le spot, hein, la Mecque, quoi. Et, c'est ça. Et eux-mêmes disaient que même des New-Yorkais qui ont grandi, sont nés à New York, ne sont jamais venus en fait là, alors que nous on vient de notre France, on n'est même pas grandi ici, on traînait avec eux tout le temps. C'est complètement ouf. Après, ça m'a beaucoup touché en tout cas. Mais tu sais, juste un instant, j'ai l'impression que ça, c'est aussi un truc, tu sais, ça s'est passé dans le graffiti aussi, avec certaines personnes me disaient la même chose, c'est-à-dire que du fait que tu viens d'un autre pays, que tu t'intéresses à leur culture, que tu t'intéresses à un truc, que tu es passionné par ça, le mec se sent fier de ça et t'accueille peut-être plus qu'un mec qui vivrait dans son quartier et qui voudrait être dans le délire, tu vois ce que je veux dire? On nous chercher à l'aéroport, je te dis, c'était fou. On a dormi un soir là, on a fait quasiment, je crois, 24 heures sans dormir. On allait chez gars, frère Rolito, des CTS, qui nous cherchaient. Il a appelé ces gars, ils sont venus à je sais pas combien dans l'appartement. Après, on est parti chercher des bières dans le fin fond de Brooklyn. Ah, ce soir, tu dors où? Après, je suis allé chez Risk, dans le Lower East Side, dans les tours là-bas. Là. C'est complètement ouf, en fait. Et comme tu disais, c'est qu'en plus, comme accueillir quelqu'un qui connaît leur culture, qui vit comme eux quasiment à l'étranger, mais qui est là chez eux et qui ont, nous on les a saoulés entre guillemets pour dire non, on ne va pas à l'hôtel, on veut dormir chez vous. Je dis ah mais va aller à l'hôtel là. Immersion quoi, immersion dans ce que toi t'avais imaginé de ce que c'était et c'est ça quoi. J'ai marché avec Rekwan, mais Rekwan chez lui. T'as l'opportunité de marcher avec Rekwan, mais chez lui. Pas en mode je t'invite, on se comprend. C'est un peu ça, tu vois. Même Rako, il a fait un post ça pas si longtemps, avec une photo en fait où je suis avec lui justement sur le Lower East Side. Mais il est venu de France, représenter son crew. Et beaucoup de gens en fait. Moi ça m'a. Même avant en fait, j'ai pas eu ce déclic même avec des gens avec qui je traînais beaucoup et qui étaient beaucoup dans le délire. Non, c'est quoi? N'ont jamais en fait donné ce déclic-là de dire viens, on va les rencontrer. Tu vois. Vraiment, cette rencontre-là avec Rolex, ça nous a. Je sais pas, il y avait ce côté-là du graffiti. Moi, j'étais DJ, et ça m'a poussé un peu, quoi. Tu vois, bien sûr. Et en même temps, tu reviens à ce truc de love and loyalty quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont donné du love un peu, et voilà, ça t'a boosté. Beaucoup. Et c'est un peu comme, c'est peut-être con ce que je vais dire, hein, mais c'est un peu comme un gars qui va à la Mecque ou je sais pas où là, et quand il revient, il se sent en fait différent, pris d'un truc pour l'étendre un peu comme j'ouvre la mer pour leur dire que c'est là, c'est Ralph Lauren, c'est pas le reste. T'as ouvert l'Atlantique entre New York et ici, quoi. Si on parle de culture, c'est comme si toi, tu étais un peu, tu évolues un peu dans le beatbox, la chance de rencontrer Doggy Fresh. Ouais. Non, mais c'est clair. Et toi, comment tu l'as... Pardon. Comment toi tu l'as ramené ensuite en France ou avec Rolex quand vous êtes revenu en France? Donc vous avez pris toutes ces informations, vous avez eu du love, vous avez eu du support par rapport à eux, vous avez vu plein de choses. Vous revenez en France, comment ça fonctionne? Comment l'énergie elle se transmet un peu avec tes potos ici et le reste? Nous on est restés en France. Eux, ils sont partis là-bas. Ouais, je sais bien. Dis-moi, je sais bien, j'avais compris ça là. On dit mais attends, lui qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? T'as vu le truc? Et donc, dans son retour, on l'a vu un peu comme... T'as vu, tu vois le truc, le gars qui va chercher... Il dit comme allemand. Tu vois le truc ou pas? C'était Indiana Jones, quoi. Il allait chercher le bordel, là. Le Saint Graal. Voilà, voilà, c'est ça. L'affirmation, tu vois. Nous, déjà, ici, on se côtoyait certains. En fait, Julian, j'ai connu grâce à Rolex. Tu vois, c'était un pote à lui à la base. Ouais, reste là, ouais, mettez-vous tous les trois ici, comme ça, c'est cool. J'ai connu les copains, là, vous vous mettez. Après, oui, Rolex, disparition, après, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Après, il n'y a que lui comme on dit, mais
Et après, ça donnait en fait une validité, encore plus une crédibilité en fait à ce que moi et Rolex qu'on voulait faire, et ce que j'essaie encore de continuer, même si il y a des hauts débats, mais ça donnait cette crédibilité. Maintenant, quand je demande, en fait, si demain je fais une mixtape pour un truc, si je demandais un drop ou un truc à un nain, bah, il peut me le faire plus ou moins rapidement. Il y a des trucs, si lui il veut une pièce, bah, je sais que je peux demander à un tel, bah, la pièce elle sera plus simplement que s'il va la chercher sur eBay ou je sais pas quoi. D'accord, donc validité un peu dans. Validité qui fait que après, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est de la reconnaissance en fait par rapport à. Bien sûr, bien sûr. Mais et ça donc, ce truc Paris Polo Club, tu l'avais créé avant ou vous le créez en revenant de ça? À la rencontre de Rolex et le fait qu'on soit à New York. D'accord. En fait, il y avait différents crews. Déjà, il y avait les Polo Shop crews en Madrid, à Madrid, en Espagne, bien sûr. Il y avait Barcelone, il y avait différents crews. Il y avait déjà les Japonais, mais parce que les Japonais, c'est encore un autre concept. Les Japonais, pour moi, c'est les Américains, mais de l'autre côté. Donc, il y avait déjà un lien, en fait, entre l'Amérique. C'est pour moi, entre les Américains, les plus gros collectionneurs de Ralph Lauren, c'est les Américains et les Japonais. D'accord. Il y a le milieu, tu vois. Mais les Japonais, pour moi, il y avait déjà un lien dans les années 80 et ils habitaient déjà aux États-Unis, les Japonais, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a aussi, c'est dans leur culture aussi d'être passionnés. Quand ils sont passionnés d'un truc, c'est une folie un peu, quoi. Ça fait partie de leur. Il y a un autre truc aussi, c'est que nous, en France, aujourd'hui, tu nous vois avec des trucs comme ça, parce qu'il y a des trucs comme ça aujourd'hui ici. Mais dans les années 90, même si on allait à 3, comme il dit, on allait à 3 à l'époque, on voyait plus des trucs comme il a plus simple ou on est là, avec du polo sport, on a eu quasiment que du polo sport. Des doudounes suicides ou je sais pas quoi, il n'y avait pas ça n'existait pas en France. Enfin, en Europe, c'est comme ta paire de Jordan en 1990, tu ne pouvais pas la travailler si tu n'avais pas un pote qui partait à New York. Ouais, c'est ça, on en avait parlé de ce truc-là, justement, de pouvoir trouver les choses seulement à New York et pas, t'avais pas l'ordi pour aller chercher ça. Nike, c'est encore un autre truc, mais Ralph Lauren, c'était pas, tout ça, c'était pas distribué en fait en Europe. On avait quasiment que du polo sport. C'est pour ça que souvent en France, les gens restent fixés quand Ralph Lauren, polo sport en fait. Tu vois. Moi, je suis comme ça. Ouais, je vais te donner juste parce que moi, je vais te donner mon opinion de comment moi je l'ai vécu tu vois, justement, au milieu des années 90 jusqu'en 2000 ou truc. Moi, j'étais un voleur de tout, quoi, tu vois, mais je volais beaucoup d'habits et j'ai volé énormément. Comment ? En fait, vous, en fait, vous êtes vraiment les low-life français, mais. Sans le savoir. Sans le savoir, et avant qu'il s'appelle low-life, en fait, tu vois. Je sais pas, mais. Avant tout le monde, mais vous n'êtes pas approprié à un truc. Après, moi, je te rejoins dans c'est que. Parce qu'à un moment, nous, on oublie, il y a des choses qu'on oublie entre parenthèses. Quand je dis on oublie. Dans les années 90, moi, je me rappelle de la dépouille. Mm-hmm. Ouais. Oui, dépouille. Ouais, vas-y. Vas-y, fonce. Ce que les Américains faisaient, nous, on le faisait aussi. Hein. Moi, je me rappelle que je suis rentré à Carrefour avec une bande pour aller acheter, pour aller voler des bateaux. C'était même pas des Sebago. Vu que la bateau elle ressemblait à la Sebago, on y allait et on rentrait à Carrefour full, mais les videurs ils peuvent pas parler. T'as 50 Renois qui rentrent dans ta boutique. À un moment, tu dis quoi? Tu les laisses passer, frère. On est parti avec tout le stock et on est rentré chez nous. C'est-à-dire que le vol à l'arraché à l'époque, il était beaucoup plus facile que présentement, entre parenthèses. Après, je veux pas forcer les gens à aller faire du vol à l'arraché ou de la dépouille. Mais nous, on avait besoin de cette reconnaissance, entre parenthèses. T'as vu le truc? Parce qu'on était, comme je disais, influenceurs, on s'appropriait des codes, on était dans notre petite banlieue, on voulait vivre on voulait vivre le rêve français ou le rêve américain, à notre niveau. Non, tu comprends? Mais je vais juste te couper, excuse-moi, je te coupe un instant, juste pour qu'on redresse la conversation vite fait. Moi, je voulais juste évoquer justement, moi, comment j'ai vécu ce truc Ralph Lauren, donc vol,
quotidien et tout. Et je volais pas mal de Ralph Lauren juste parce que c'était cool. J'avais pas cette notion de low life, machin et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait la notion un peu quinri, mais il y avait aussi la notion comme Lacoste, c'est-à-dire d'avoir un truc fancy, d'avoir un truc de chéri, quoi, tu vois. Donc, et c'est après, quand justement Rolex commence à me parler de ce truc low life, que je vous vois les gars avec du truc. Ah, mais moi j'allais en pétade, ça. Qu'est-ce que vous faites, ce truc? Et en même temps, je comprenais pas ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que ce qu'on a pu expliquer, ce que vous avez expliqué avant, c'est-à-dire que c'est pas seulement des sapes, c'est une culture, c'est une communauté, et ça veut dire quelque chose de porter ces sapes-là. Ça veut dire que tu fais partie d'une communauté. Et ça, je l'avais jamais capté vraiment, tu vois, jusqu'à ce que je commence à regarder ce que les Quinri ont fait, ce que vous avez fait et tout ça. Et il y a quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi le fait que comment ça continue à travers ces réunions qu'ils font là-bas au State. Toi, tu as parlé à Easter, tu es allé là-bas, il y avait une réunion, c'était un photoshoot. Qu'est-ce que c'est que ces réunions et en quoi ça consiste et combien de fois ils le font par an? Qu'est-ce que c'est ce truc de réunion? Ils le font déjà, je ne peux même pas les compter, tellement il y en a. Ils font le Easter, ils font le November, ils font le Back to School, ils en font plein en fait. D'accord. Il y a tellement, ils vont faire la Saint-Patrick, ils vont faire le 4 juillet. Mais à la base, ils sont partis du Noon. C'était non, à la base, c'est le Goose on the Juice. Okay. Le premier en fait, vraiment photoshoot, c'est le 40 Juice on the Goose. Parce qu'en fait, dans les années 80, quand eux, aussi bien ils allaient pétard en fait dans les magasins, mais c'est pour ça que je voulais revenir aussi sur ça, c'est que c'est devenu une communauté, mais c'était un peu comme avant en fait dans tous les milieux, que ce soit le graffiti, tout ça, c'est qu'ils avaient en fait, c'était surtout deux gangs de Brooklyn, mais tu avais aussi un peu partout, des gangs un peu de Harlem, ou même d'autres de Brooklyn d'ailleurs. Et quand ils allaient en fait ce qu'ils appellent, c'était la 4e, je crois, la 4e rue, c'est 25e, non, 4e avenue, c'est 25e avenue, je crois, je m'en rappelle plus comme ils disent, la 42. Bon, en fait, c'était un peu le Pigalle de chez nous, en fait, ils se retrouvaient tous là-bas, avec les films de karaté, tout ça, et c'est là où aussi, des fois, ils arrachaient d'autres doudounes, d'autres gars qu'eux, ils n'arrivaient pas à avoir, en fait. D'accord, ok. Donc ouais, tu as les meetings pour se réunir et tout ça, mais tu as aussi ce truc de vol, de pouidé et tout ça. Toi, ou vous, comment vous l'avez intégré ça par rapport au Paris Polo Club? Tu vois, est-ce que cette notion de vol, elle est restée présente ou est-ce que la notion de communauté, de collectionneur a pris le dessus? On va plus parler de la communauté que du vol. Si, nous on vole. On vole. Dis-lui, arrête tes conneries. Nous on vole, nous. Ça reste important? Ça reste important ou c'est quelque chose que vous... Parce qu'aujourd'hui, nous on est des pères de famille. On est des pères de famille, t'as vu le truc. Mais c'est pour ça que je te demande, tu vois, si justement... Ouais. Il faut flouter. Florent nous donne une certaine facilité. Entre parenthèses. Il faut savoir que ces boutiques de luxe, entre guillemets, n'ont pas de but. Après, nous on force pas. T'as vu le truc, on force pas. Mais on est là-dedans parce que, t'as vu, les chiens font pas des chats. Chiens font pas des chats. Ouais, mais en même temps, tu vois, il y a des valeurs dans le bordel, tu vois. Dans le graffiti, c'est la même, tu vois. Dans le graffiti, on va pas dire, c'est bien d'aller voler des bombes et tout ça, mais ça fait partie des valeurs essentielles du graffiti, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est des choses qui ont perduré dans le mouvement low life? On va aller la péter. En fait, le truc, c'est que, moi pour revenir là-dessus, c'est que, autant nous, je ne vais pas dire le contraire, je ne sais pas si aujourd'hui, mais en tout cas, on a volé. Ça, ils ne savent pas, en tout cas, entre nous trois, en aparté, on va dire, tu vois. Mais quand il y a un gars qui va arriver, qui veut faire partie de la communauté, je ne vais pas dire, va voler un polo pour faire partie de la communauté. Ok. Où tu te dis, vas-y, tu veux faire partie du truc, pas défoncer le mec, tu vois. Bah non, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est un amour autour d'une marque qui fait les trucs que tu aimes. Et si tu aimes vraiment cette marque, c'est pas pour moi. En fait, après, il y a des gens, ils aiment la marque 6 mois, après, ils passent sur autre chose. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, le truc. Tu vois, on a commencé en tant que DJ. Aujourd'hui, je mixe plus, mais je suis toujours en fait dans cette, comme je disais, ça me garde encore hip-hop. Bien sûr. J'écoute
peu de la variété, voilà, tu vois. Et comment ça marche aujourd'hui, justement, si des gens veulent venir dans votre... Est-ce que vous avez des réunions en France? Comment vit un peu votre club? Bah, oui, on essaie de faire, enfin moi en tout cas pour ma part, j'essaye, nous ensemble, hein, de faire le maximum de réunions possibles, enfin en tout cas de photoshoot, on essaie de le développer pour faire plus que des simples photoshoots basiques, tu vois. C'est de faire des événements, un peu de textile, mais après c'est comme tout, c'est que on n'est pas, ici on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas forcément très nombreux, donc tout est à tatillon, en fait. À petite échelle. À petite échelle, tu vois. C'est une petite échelle, mais c'est bien aussi. Il y en a du coup qui en profitent pour venir faire des clips. Du coup, il y en a, voilà, ils viennent, ils disent, voilà, on kiffe votre délire, du coup, on vient avec vous, on va faire un clip. Comment ça s'appelle? Cette déco. C'est déco aussi, là. Raph aussi. Donc, voilà, on invite tout le monde. Nous, on n'est pas fermés. L'idée, c'est de partager, c'est d'avoir un moment de partage avec tout le monde, de kiffer avec tout le monde. Et puis, du coup, les gens, s'ils ont envie, ils s'intéressent, c'est cool qu'on puisse parler avec eux, échanger. Et puis, nous, c'est toujours intéressant de montrer des petites pièces qu'on arrive à dénicher à droite, à gauche. On se fait des petits challenges entre nous. C'est bien. Voilà, on reste avec l'esprit de compétition aussi, on va dire. Là, ce qu'il a dit, c'est réel, parce que tu as vu, on en est là. On en est là où, à un moment où il n'y a pas cette compétition, mais il y a cette proximité dans le digging. Ouais. En fait, dans le même concept DJ, parce que lui aussi, à la base, il est DJ. Donc, on cherchait toujours des disques un peu partout. On allait au plus, on allait à gauche, on allait à droite. Là où tu vas chercher des disques, des trucs, où tes mixtapes, où tes trucs, là, tu vas chercher des peu ça un peu. Sur Internet. Tu cherches beaucoup sur Internet ou plus les plans des stockages. Il y a des pièces OJ et il y a du réassort, comme il disait, ou du rétro, entre parenthèses. C'est-à-dire que donc toi, à un moment, tu vas aller chercher les OJ ou tu vas aller chercher le réassort, tu as vu le truc. Le truc qui est marrant surtout, c'est que tu as tellement de gens en fait qui partaient à l'époque à New York dans les années 90, surtout dans les quartiers riches, et que tu vois en fait qu'ils ont des pièces super en fait, dans la culture du hip-hop, on va dire. Ils cherchent et que tu vas voir le mec habillé avec, mais comment ça se fait que tu as toi ça truc là. J'étais en 88 à New York, et je l'ai acheté à Macy's, tu vois. Le mec il a déjà 20 ans de plus. Tu vois. Mais c'est ça qui est marrant, parce que moi j'ai grandi, je suis fils de concierge dans le 16e, et des fois je voyais des gars revenir de New York, leur père il avait des vestes de ouf, Ralph Lauren, et c'est ouf. Je savais même pas que c'était. Je trouvais juste la pièce jolie en fait. Faut te dire que là, il a été fort dans le marketing. Ralph Lauren, c'est ça sa force. Je pense qu'il a été précurseur, il a compris rapidement des choses, effectivement. Mais je pense que c'est même pas lui. Si, c'est lui. C'est lui. Déjà, lui, en fait, il y a un truc aussi. C'est que déjà, il vient d'en bas. Il vient d'en bas, voilà, c'est ça. Il assure son truc. C'est pas un gars qui est là, qui est blindé, qui fait un truc. Le mec, il était en chien dans sa boutique, il faisait des cravates à la bague, le gars. Donc, c'est ça aussi sur lequel tu peux te rapprocher, tu vois, en tant que communauté, il y a aussi cette valeur-là de réussite, quoi. Et que l'Amérique, c'est que de la positivité, donc c'est que le sport, c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, donc il est que vers le haut enfin c'est. Non, ça a du sens. Et je pense que peut-être pour terminer cet entretien, j'aimerais bien que chacun de vous me dise quelle est la pièce qui a le plus de valeur pour eux, tu vois, peut-être, ou la pièce que vous voudriez avoir à tout prix, tu vois, quelle est la plus belle des pièces Ralph-Lo? Ouais, c'est la question piège. C'est pas une question piège parce pour moi il n'y a pas de piège. Mais c'est juste qu'en fait il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste en fait, son panel de moi j'en aurais plein en fait, je pourrais faire une liste de tout ce que j'aimerais en fait avoir. Mais c'est compliqué en fait de dire une pièce. Après tu parles de nous chacun, quelle pièce on aimerait avoir. Chacun. Après, moi en fait il y a vraiment un pull. Un seul pull, après malheureusement je l'ai pas pour te le montrer. Non mais je vais aller diguer la photo et je ferai voir justement aux gens quelle est cette pièce. Après sur WhatsApp ou truc et je t'enverrai au pire la photo. Mais c'est celle avec la tête d'Indien, tu vois. Il y a une tête d'Indien avec 92. Pour moi c'est
La pièce. Et c'est un pull ou c'est un sweat, c'est quoi? C'est un pull, non? Pull en maille. Un pull en maille. Un pull en maille. Il y a la doudoune qui va avec aussi. Et pour moi, le pull, il est. C'est vraiment en fait. C'est pour rejoindre là où il est fort. Un Indien. Est-ce que tu as vu un Indien s'habiller en Ralph Lauren un jour? C'est vrai. En fait, il est là où il est. Justement, les Aztèques, tout ça, il t'emmène dans les concepts. Bon, pardon. Et en fait, le truc, c'est que là où il est très fort, où il est très fort Ralph Lauren, c'est que là, il a touché en fait toute la communauté mexicaine, latino, sur le truc aztèque, les racines. Il a fait toute une collection aussi aztèque, il y a plein comment dire, latino, juste latino, la communauté latino. Qui sont identifiés par rapport à ça, tu vois. Ce côté aztèque, avec plein de logos. Estebanesia, voilà. Ça, pas sûr qu'il ait pensé à ça, mais on a compris là, on a compris. Et pareil, il a fait en fait des pulls avec des patchs de drapeaux avec des fermiers, des trucs comme ça. Et il a fait aussi un pull pour le 11 septembre. Il a touché en fait, il est avant-gardiste en fait, il est visionnaire. C'est un visionnaire réellement. Parce que là, nous on parle de nous, mais à un niveau l'autre là. C'est John Lucas il fait des costumes Ralph Lauren. Ouais, bien sûr. Sarkozy, c'était son sponsor. Nous on parle à notre échelle, nous streetwear. Big up Sarkozy d'ailleurs en passant. On est à notre échelle streetwear, mais à l'échelle bobo là. Ça marche aussi quoi, ça marche aussi. Il a touché large quoi. Ça me fait penser après bon. Je m'enflamme. Tu t'enflammes trop. Ouais, je m'enflamme. Dis-moi ta pièce favorite. Dis-moi ta pièce favorite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Moi, ma pièce favorite. Il en a tellement. Et comme je te disais tout à l'heure, je vais peut-être la récupérer très bientôt. C'est la veste de Pelé. Ok, celle dont tu parlais au début de l'entretien. Jeux Olympiques 2016. Ok. C'est un coup de vent. Avec voilà. Il y a tout à la base, il y a même la chemise, il y a le polo, il y a le sac, il y a le tout. Mais t'as une photo de Pelé, il est avec. On sent un peu. C'est parce que Pelé il a porté. On parle quand même du footballeur numéro 1 au monde quand même. Ouais, non. Ok, je t'en mets. Ouais, symbolique, encore symbolique quoi, effectivement. Et pour toi, qu'est-ce que ça serait? En fait aussi, là où c'est difficile, c'est que ça change aussi en fonction du temps. En fait, ce qui est kiffant avec Ralph Lauren, c'est que tu as plein de collections différentes, tu as plein de logos différents. C'est-à-dire que quand tu vas commencer une collection, tu peux faire du cross flag avec les drapeaux qui se croisent, tu peux faire du scribble, donc c'est avec un logo particulier. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu complètes ta collection, etc. Moi, en ce moment, une pièce que je rêverais d'avoir, c'est le sweat cross flag qui est bleu, blanc, rouge. Donc, tu as le gros logo cross et les bleu, blanc, rouge comme ça. Ok. T'as l'œil qui brille, quoi. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. Ok. Après, c'est cher ici devant ces gens-là parce que eux, après, quand ils te l'ont, s'ils arrivent à l'avoir avant toi, ils vont te plier le bras pour aller récupérer une grosse partie de ta collection. En échange, quoi. Faire un trade. Ok. Ici, on aime bien les négos entre nous se tordre les bras pour aller récupérer des pièces. Il y a des gens, ils veulent acheter des maisons avec du Ralph Lauren. Je t'ai dit tout à l'heure. Tu m'as dit. Mais je comprends. Donc en fait, c'était une question piège parce que c'est une faiblesse. Si tu dis la pièce que tu veux, c'est une faiblesse parce que les autres vont faire on sait que tu la veux. La patience, c'est une vertu. Ok, c'est vrai. La patience, c'est une vertu. Surtout dans le monde, là où il a raison par rapport à ça, c'est que on est en France, donc ce qui sort, on n'est pas en Amérique en fait. En Amérique, tu as une collection, tellement c'est des kiffeurs et qui sont surnombreux, c'est que tu peux sortir, on va dire, ce polo-là, le jour même, il n'y en a plus. Les mecs, ils dorment devant la boutique, les gars. T'as des mecs qui dorment devant, pas moi. Ils dorment devant la boutique à la sortie. Comme Jordan, il y a des flux. C'est-à-dire que sur les quand elles sortent, les mecs ils dorment devant la boutique. T'as des collections vraiment en fait qui sont à la base inédites
pas une édite limitée, tu vois ce que je veux dire. Mais aux États-Unis, ça part vite. Mais en France, ça part pas. Enfin, tu vois, les gens, ils vont avoir l'engouement. Ceux qui ont les thunes pour une veste à 400 ou 500 balles, ils vont peut-être l'acheter. Pour te dire, les vestes, il y a des capsules de je sais pas quelle année, là. Les pentes, Tokyo Stadium. Non, pas Tokyo, les trucs, le Regatta, tout ça, là, ça se vendait 400 ou 500 balles en magasin, en retail. Ça s'est retrouvé à 89 € dans un déstockage en bois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est là où je rejoins. La patience est une vertu. Tu as des pièces, tu peux les retrouver pour pas cher. Tu as des pièces, tu ne pourras jamais les retrouver pour pas cher. C'est pas possible. Mais ce qui est aussi avec ce que dit Fresh, c'est que, tu vois, par exemple, sur les collections capsules, comme en France, ils en vendent moins, alors qu'aux États-Unis, ça s'arrache. Ici, si tu as un petit billet et que tu veux flip et tu veux gagner de l'oseille, un peu comme dans le resell de basket, t'achètes ton sweat à 200 balles, 180 balles, 200 balles de la collection capsule. Moi, le mien, j'en ai acheté plusieurs. Après, j'ai revendu sur eBay 150 $. Parce que là-bas, le vrai, tu peux faire aussi, le vrai collectionneur. Donc tu l'achètes en France et tu le revends au States 2 fois le prix parce que, ok, je comprends. Le vrai collectionneur là-bas, il va pas hésiter à mettre le prix. Il y a peut-être même des mecs qui font même une taille. Moi, j'ai vendu une veste que j'ai achetée ici, une misère dans le trou du cul du 93, et j'ai revendu 15 fois le prix. Parce que c'était pas sa taille, le mec il fait 120 kilos, j'en fais 50. Donc, c'est cool. Ah ben voilà. Je lui dis, c'est pas ta taille, il me fait non, je m'en fous, c'est juste pour la voir. Parce que les mecs, il a pas parlé chinois, hein, mais il a pris 17 ans, il m'a dit ouais, ok, vas-y, j'achète. Faut savoir qu'il y a des gens, ils mettent en display là. C'est comme, regarde, prends le en dessous. C'est comme, il y a un truc aussi, c'est que t'as eu des collections qui sont sorties qu'en Europe ou qu'en France, tu vois, comme ce polo. Ok. Kenya, ok. C'est quoi, c'est quoi, c'est un truc rugby, c'est quoi le... Ouais, c'est à la base même un surpolo parce qu'il est épais avec une lanière pour accrocher en bas, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est sorti qu'en France. D'accord, ok. Il fait partie de la collection Africa. Et à l'époque, justement, c'était quand on se côtoyait avec Rolex, ils en avaient acheté plusieurs. Et ça, aux États-Unis, ça c'est vendu comme des petits. Est-ce que ça existe aussi, excuse-moi, est-ce que ça existe aussi ça dans d'autres pays du monde, justement? Si tu es au Japon, tu vas avoir des trucs spéciaux qui seront sortis au Japon et tout? C'est les Japonais les plus forts. Eux-mêmes, déjà, à la base, tu regardes, quand tu vas trouver certaines pièces vintage, pour ceux qui cherchent beaucoup de vintage, tu peux trouver celui-là avec marqué comme nous, on a un M, L, un A, eux, ils ont du 120. 170. Collection japonaise. En fait, c'est pas même. Des fois, les couleurs sont même inversées, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont une collection qui est que pour eux. D'accord. Que pour même des tailles. Ils ont des tailles pour japonais, en fait, tu vois. Ça taille pas pareil. Ça taille pas pareil. Tu vas prendre un M japonais et un M américain, bah, t'as pas le même M du tout. Ah ouais, je calme. J'en ai. Les sushis, ils ont pas de gras. On va pas rentrer dans ce type de truc. On peut parler des sumos aussi, quoi. Donc, voilà, quoi. Quand on parle de dig, moi, je suis un peu dans le même esprit que mes frères, mais moi, je suis pas prêt à mettre des gros billets sur les. Moi, c'est pas mon concept. Sur les. Vous êtes plus dans diguer des trucs que vous allez trouver à un prix raisonnable. Défiant toute concurrence. Ouais. Okay. Défiant toute concurrence. Nous, on les tord, nous. En fait, tu vois ou pas, le frère? C'est-à-dire que nous, on sait ce que eux, ils proposent. Mais t'as des gars, ils ont dans leur grenier des doudounes ou des pièces Ralph Lauren. Eux-mêmes, ils savent même pas ce qu'ils ont. Ouais, après, la clé, c'est d'aller les chercher, quoi. La clé, c'est d'aller trouver ces gens-là, la rareté et tout. Et ça, c'est du temps, de l'investissement de temps, quoi. Les réseaux sociaux nous permettent ça. Comme ça aussi, pourquoi on est comme ça aussi, c'est qu'on vient de l'époque des baskets et tout ça. Et c'est pareil. À l'époque, les baskets, t'avais pas Internet. Donc, si t'avais pas allé chercher toi-même, dans je sais pas quel outlet ou je sais pas où, bah tu les avais pas. Ah, c'est vrai. Si on reste dans notre cul sur le canapé et qu'on regarde en fait sur Internet,
gauche qu'à droite, mais c'est quand même aller chercher. Il faut les chercher. T'as des gens, bah, ils ont l'argent, ils vont l'acheter. Ils vont trouver le premier clic, ils vont l'acheter. Bah non, moi ça m'intéresse pas. Moi non plus, j'ai pas ce truc-là de payer 400 balles ou 200 balles. Hein. Moi, je paye cher, mais c'est voir si je paye pas ça. Ok. Écoute, Chamé, je pense qu'on a fait un petit tour un peu de ce que vas-y, pardon, vas-y. Ce qui est important, c'est que là, on a parlé beaucoup États-Unis, France, mais moi, ce que je kiffe aussi par rapport à tout ce que je veux dire, c'est vraiment le côté international. Et tu vois, une petite anecdote, là, je vais au Mexique au mois d'octobre, je suis d'origine mexicaine, je vais au Mexique au mois d'octobre, j'ai envoyé des messages aux frères de Low Life Mexico. Ils m'attendent déjà. Le jour où j'arrive, c'est barbecue, c'est rassemblement avec toutes les équipes. Et tu vois, ça c'est la beauté du truc. Ça veut dire que où tu vas, toute taille dans le monde, si tu contactes les lobros, les gens ils vont t'accueillir, ils vont faire un truc, ça va se réunir. Et t'es chez toi, partout dans le monde. C'est fort. Comme il te disait, par rapport aux 4 disciplines, il y a une discipline qu'on a oubliée, le vestimentaire. Merci, il a dit justement. Il a dit. Cette discipline, aujourd'hui, c'est elle qui nous lie. Ouais, je comprends. Ouais. Ça veut dire qu'il nous lie. Parce que comme justement, quand tu as l'opportunité d'aller aux États-Unis, dormir chez des Américains, pas à Times Square, hein, au fin fond de Brooklyn, dans des trucs, tu rentres même pas, toi. Hein. Tu rentres pas là-bas. Ouais, je veux même pas y rentrer. Donc je suis. Toi, tu parles de... Je capte, je rigole. Mais vu que tu arrives avec un logo et tu as vu une... Ça vous rassemble quoi. Non, c'était ça que je voulais mettre en avant, tu vois, par rapport à tout ça. Voilà. Parce que tu disais tout à l'heure, moi je suis DJ comme Fréchu. Ce qui m'a lié avec Fréchu, c'est les disques. Diego, lui, on s'est vu un peu plus tard par rapport à cette histoire de RL, t'as vu le truc, mais on est dans le même truc. Ça veut dire que on est dans le partage. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là que tu vois, on s'appelle au quotidien pour des pièces. Ah, j'ai trouvé ça là-bas, je sais pas, tu vois, c'est d'esprit. Comme toi, ton vinyle, t'as vu le truc, où le mec, il va à New York acheter, trouver la nouvelle Jordan. On se comprend ou pas, t'as vu le truc, parce qu'on a, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent cette proximité. Tu peux être loin, mais tu peux être proche. Après, ce qui est intéressant, se rencontrer, moi, c'est mon leitmotiv un peu. C'est comme quand avant j'ai acheté des disques LTD ou Urban, c'était de rencontrer tout le monde. Culture est en train de venir chercher ses disques. Oui, entre autres, mais c'était surtout rencontrer tout le monde en fait. Oui. Et là, c'est pareil en fait, c'est que comme ils disaient, tout ce qui nous rallie en fait au hip-hop, c'est quasiment ça. C'est le lifestyle et le streetwear. Et ce qui est pas mal, c'est que vous faites votre truc un peu chacun dans votre coin pour essayer d'avoir le plus de pièces, d'avoir des pièces rares. Mais à la fin, ce que vous dites, c'est quand même que le meilleur moment, c'est quand vous partagez entre vous ce que vous avez et montrer vos trucs. Et c'est quand même, je pense que c'est ça la force de ce mouvement-là. On est jaloux. Je dirais même mieux. Je repars avec. Je dirais même mieux. Il y a des pièces que Fréchu ou Diego, ils ont. Quand ils voient que je fais des clins d'œil sur les pièces, le gars, il m'arrange. Mais pas au prix. On se comprend ou pas? T'as vu le truc? T'as vu, comme tu l'as traité tout à l'heure, c'est cyclique. La mode, elle est cyclique. On se comprend ou pas? La mode, elle est cyclique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour surenchérir. On n'est pas là pour se faire de la maille entre nous. C'est là love and loyalty. Il y a des personnes, là, c'est autrement. On se comprend. Mais entre nous, c'est pour ça que je pense que les Américains, ils ont tout compris. Parce que dans leurs réunions, ils font aussi, tu as vu, derrière, il y a du trade. Hein. C'est ça, c'est que c'est pas seulement photoshoot et tout, c'est pas seulement se rencontrer, c'est aussi s'échanger des pièces. Quoi. Tu comprends ou pas? Ça veut dire que c'est ça le truc. Ça veut dire que on est dans le nouveau marketing. Ils ont très bien compris, les Américains. C'est là où c'est comme on est on va dire, la branche française, américaine en France de Low Life, mais
on peut pas comparer réellement par rapport à eux. C'est qu'ils sont tellement nombreux et que eux, ils sont dans un concept que un truc qui sort, ils l'achètent et que c'est, tu vas mettre une pièce sur table, ils vont pas voir vers le bas, ils vont voir vers le haut le prix. Et que ils ont compris qu'en fait il y a tellement maintenant de ce qu'on appelle les low head, c'est comme avant les Nike Head et tout ça, c'est les mecs en fait ils sont là, ils veulent la pièce, ils veulent le truc, tu vois, donc ils ont coffré de l'argent là, donc ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller à gauche à droite pour les chercher, et maintenant tu as des gars, ils ont compris, ils achètent 10, 15, 20 pièces au magasin, hop, je la revends je sais pas combien en plus, et voilà. Enfin, c'est le jeu, comme dans la basket. Et tout ça, tu vois. C'est le jeu. De toute façon, ça sera le jeu pour n'importe quel market. Tu as toujours des passionnés, tu as toujours des gens qui veulent faire un billet. C'est normal. C'est le jeu du truc. Hein. On est dans une époque en fait, où c'est comme ça. Mais on reste dans notre esprit un peu gangsta. Quand je dis gangsta, on va pas aller dépenser des millions. Ah oui, c'est pas... Débrouillard, plus débrouillard, quoi. Péta, Chine, on se comprend, t'as vu le truc, des pièces rares, bah des petits prix. Nous, le Paris Polo Club, c'est ça. En fait, il ne faut pas dire ça aux gens. On achète très cher. Oui, très cher. Parce que on peut pas lui mentir aussi. Il y a des interviews. Très cher. C'est pour ça qu'on fait. Et on revend un prix coûtant. On se comprend. Ça veut dire que voilà, c'est ça. Ne jamais mentir aussi. Ne jamais mentir, super important. Ça fait partie des valeurs du club. Nous, à la base, avant même que on est collectionneur de Ralph Lauren, mais avant tout, on est collectionneur de la culture hip-hop. Basket, on se comprend, on est dans ça. C'est le truc que, voilà, t'as vu que tu kiffais quand tu étais jeune, que t'avais pas les moyens et qu'aujourd'hui tu te l'appropries. Même si tu cherchais le chiner entre parenthèses, mais à moindre coût, toujours à moindre coût. C'est pour ça que je rejoins entre parenthèses l'esprit américain. Parce que moi, il est hors de question d'acheter une pièce à 1000 balles. Je te le dirai, je te le dis tout de suite, jamais je ferai ça. Et Fréchu, je le défends. Et Diego aussi, c'est la même chose. Même s'il ne me défend pas. Je le pétard. Le portefeuille, je le défends. Je le frappe, t'as vu le truc? Parce que nous, on n'est pas dans l'addiction. Je sais pas comment. Je sais pas, tu comptes. Ah, je capte. Tu vois le truc, c'est que on reste des passionnés, mais des passionnés raisonnés. Intelligents. Okay. T'as vu le truc? Aujourd'hui, moi, il y a le digging. Le digging, t'as vu, quand tu digues tout ça, t'as vu, tu peux. Après, c'est une patience. Comme je disais tout à l'heure à Fréchu, la patience, c'est une vertu. T'as vu le truc? Aujourd'hui, tu peux attraper des très grosses pièces. C'est déjà fusé. Mais faut que tu. Faut que t'attendes. C'est pas donné à tout le monde. Le mec, il est en Hollande, il est là. Le truc, il traîne dans son garage, il sait même pas ce qu'il a. Or que tu as des gars, eux, ils ont des collections chez eux. Et ils vont te niquer. Là où il a raison, c'est que on peut pas être en des heures. Hein. Ouais, on va, je pense, arriver un peu à une sorte de conclusion. Une fois, je vais sur le Bon Coin, il n'y avait pas encore Vinted. Je vois en fait un pull avec un ourson, tu sais, col roulé, le truc qui est sur eBay, tu le trouves à $480. Et je vois le mec, il vend 2 pulls, 30 €. Et je vais chez lui. Un numéro de ouf dans le marais, mon pote, j'arrive chez lui, les 2 pulls, nickel, sous blister. Et je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez ça? L'euphorie des États-Unis, il me dit comme ça. J'étais là-bas, j'ai vu le pull, j'ai acheté, mais j'ai jamais mis. Et il y avait quasi, il y avait plus l'étiquette avec marqué, mais il y avait encore le truc en plastique, là. Et ça, après, j'ai mis un peu, et je l'ai revendu aux États-Unis, alors que j'ai payé 15, en fait, j'avais 30 € les 2 pulls, j'ai payé 15 €, j'ai revendu $300. Voilà. T'as des gens pareils, ils ont acheté des trucs, mais ils ne savent pas en fait ce qu'ils ont chez eux. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est comme toi, tu disais, tu voulais du Ralph parce que tu voulais du Ralph, c'était cool, tu vois. Bah, t'as des gens, ils vont aux États-Unis, ils sont là. Ça se trouve, t'as des pièces chez toi. Je voudrais que tu nous envoies. Non, mais j'ai vu dans une vidéo. J'ai vu dans une vidéo, je sais pas si c'est toi, mais t'as une belle veste polo. Je voudrais que tu nous envoies quelque chose. J'avais les vestes Polo Sport, là, j'avais une rouge, j'avais aussi des polos comme il a là, comme ça rayés et tout ça. J'avais des trucs, mais je sais pas où ça a disparu. Bon, je vais te faire montrer une petite pièce que j'ai récupérée il y a pas longtemps. Ah, vas-y. On l'appelle le Spider-Man. Il y en a partout. Spider-Man. Spider-Man, c'est toi. Voilà. Quand je te parlais, t'as vu les Américains, USA.
un truc ou pas? Le logo, il est là, le drapeau américain. Donc, toi, quand t'es un Américain, tu vois ça, tu te dis quoi? À un moment, tu te dis, les gars, ils sont en train de me parler, frère. Tu vois le truc? Capuché. Avec la capuche dans le col. Et ça, c'est sorti à l'époque. Ça me rappelle justement. Ouais, ça me rappelle. Je sais pas si j'en avais parce que j'essayais d'être un peu scred sur le USA et tout. Ça me faisait pas surkiffer ça. Je préférais le côté un peu Joibourg. Joibourg, c'est en petit ou c'est marqué le truc. Après, ils te disent, t'es pro-américain, arrête le USA. On se confond. Non, et puis c'est un peu aussi le truc, tu sais, grosse couleur et tout ça. Faut l'assumer après quand tu vas péta et tout. C'est un peu trop. Superman. Superman, t'as vu Ah, Superman, parce qu'il y a le truc, ok. T'as une cape, quoi. Voilà. Non, les couleurs. Ah, la couleur, le couleur. Ouais. Et ça, c'est bientôt à moi. Il le tire un peu vers lui. À moi. Elle est où la casquette? Donne-moi la casquette. Fais voir la casquette, alors. Casquette qui va avec aussi. Ah ouais. Bien ça. Ton gars, il s'est projeté. Hein. Je ne sais même pas s'il sponsorisait l'équipe des États-Unis à cette époque. Mais il a dit, vous allez tous devenir des Américains. Ouais, il y avait un truc fédérateur, quoi. Un truc fédérateur, clairement. Quoi. Ouais. Le rêve américain. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour la passion, le truc. J'espère que les gens ils vont voir quoi. Ils vont voir qu'il y a de la passion là, derrière tout ça. C'est quoi pour vous contacter et tout? Ils vont faire sur l'Insta Paris Polo Club. Ouais, Insta Paris Polo Club. Ok. Avec Insta. Hein. Il voulait montrer quoi? Vas-y. Il y avait encore un truc à montrer. Je l'ai ramené en plus. C'est pas grave, tu lui envoies pas. Et ça, le truc qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est un flag, c'est un drapeau. Tu l'as fait toi-même, c'est quoi? À la base. C'est quoi, pardon? Une écharpe. Ah, c'est une écharpe, ok. Une grande écharpe. Quoi. Ah, ok. J'avais des stickers, mais je sais pas où je les ai mis. Bah, après, comme. Ouais, donc, ouais, pour me contacter, c'est Paris Polo Club sur Insta. Ok, je t'en mets. Merci, les gars. C'est nous qui te remercions pour ta patience et le temps que tu as pris. C'était un plaisir. Patience. C'est comment? Moi, je sais même pas le faire. J'ai pas le droit de le faire. C'est ça. Après, comme tu veux. Tout est dans le cœur. Love and loyalty. Tout est dans le détournement. Ouais, dans le détournement, on a capté. Là, on parle de Ralph Lauren. Ce qui est normal en ce moment par rapport à ça. Mais, on parle de streetwear. Oh merde, on est parti. Et la streetwear, c'est le détournement. Raccroche. Détournement. Je vous perds là, je capte plus, je comprends pas là, je passe sous un tunnel là, merde. Cimer les gars. Passez une bonne soirée les gars, merci beaucoup. Et je vous tiens au jus du reste, ok? Allez, à plus. Ciao.